Bonjour, chers étudiants, j'ai le plaisir encore une fois de vous rencontrer, de vous avoir avec moi dans le cadre de cette séance qui fait la suite des autres séances qu'on a vues auparavant et qui concernaient justement la question de la formation des contrats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la partie réservée aux obligations réciproques des parties. S'agissant des obligations réciproques des parties, je dois dire que l'obligation principale qui pèse sur le vendeur, c'est la délivrance de la chose vendue. C'est ce qui ressort de l'article 499 à 531 du DR des obligations et contrats. À ce sujet, nous pouvons nous poser trois questions principales. D'abord, que faut-il livrer? Dans ce cas, le vendeur doit livrer une chose conforme pour la quantité et la qualité à la convention. Et c'est ainsi que l'article 512 stipule que la chose doit être délivrée dans l'état où il se trouvait au moment de la vente. Ce qui revient à dire que le vendeur ne peut, en quelque sorte, pas modifier l'état, justement, de la chose vendue. S'agissant de la question de la quantité, il faudrait dire que les usages déterminent valablement la valeur des unités employées, comme par exemple les tonnes ou les tonneaux, ou bien les barils, etc., etc. Ainsi, concernant la qualité, je dois dire que lorsque le contrat précise la qualité, la livraison de la marchandise doit être conforme à ce qui a été prévu dans le contrat. Tel est le cas, par exemple, des ventes sur échantillon, des ventes subordonnées à l'agréage ou à l'essai par l'acheteur. Ensuite, lorsque le contrat ne précise pas la qualité, en principe, le vendeur n'est tenu que de livrer une quantité, ou une qualité plutôt, loyale et marchande. Loyale, ça veut dire conforme à la loi. Marchande, ça veut dire une marchandise capable d'être consommée d'une manière normale, consommée, exploitée normalement. Il faudrait mentionner aussi que la délivrance doit porter aussi sur les accessoires de la chose vendue, tels que, par exemple, les manuels d'utilisation et de maintenance d'une machine, les documents administratifs, comme par exemple le connaissement, voire les droits et actions attachés à la chose vendue. Et c'est ce qui ressort de l'article 516 du DR des obligations et contrats. Pour ce qui est du lieu et la date de la livraison, nous devons mentionner de prime abord que l'article 502 du DR des obligations et contrats prévoit que la délivrance doit s'effectuer au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, sauf bien sûr convention contraire des parties. Quant à la date de la délivrance, il convient de préciser qu'il y a lieu de faire la distinction entre la date de rigueur et la date indicative. La date de rigueur est une date impérative qui est stipulée, précisée dans le contrat, alors que la date indicative n'est pas une date qui est précisée automatiquement dans le contrat. Alors, pour ce qui est des deux dates, le principe est posé par l'article 504 du DR des obligations et contrats, qui, je cite, mentionne aussitôt après la conclusion du contrat. Toutefois, il faut distinguer selon que la vente est faite en disponible, et dans ce cas, les usages ne permettent qu'un bref délai, ou que la vente est dite à livrer, c'est-à-dire que la délivrance sera déférée jusqu'au moment où la chose vendue parvient à l'acheteur.
La deuxième question à poser, c'est comment délivrer la chose vendue? C'est déjà une question cruciale. Et dans ce sens, nous disons que la délivrance s'effectue par le délaissement de la chose vendue par le vendeur et sa prise de possession par l'acheteur. C'est ainsi que l'article 500 du DOC détermine plusieurs modalités. Ou bien le délaissement ou la remise des clés pour les immeubles, ou bien la tradition réelle pour les choses mobilières, ou bien par le seul consentement si le retirement ne peut être effectué au moment du délaissement, ou bien finalement la remise d'un document, bien sûr, administratif. Maintenant, pour ce qui est de la sanction de non-respect des règles de livraison, il faut préciser de prime abord que si le vendeur ne délivre pas la chose vendue à la date convenue, cela s'appelle exécution tardive. Ou s'il délivre une chose non conforme, cela s'appelle exécution défectueuse. Ou s'il ne délivre aucune chose, cela s'appelle une inexécution totale. Dans ce cas, il manque à son obligation de résultat et l'acheteur pourra alors mettre en œuvre plusieurs actions. La première action, en quelque sorte, opposer au vendeur l'exception d'inexécution. C'est ce que ressort de l'article 504, alinéa 2 du DOC. Deuxièmement, demander au juge l'exécution forcée de la vente. Cette exécution forcée doit toujours être accompagnée d'une demande appelée la demande d'astreinte. Troisièmement, demander la réfaction du contrat, c'est-à-dire demander la diminution du prix d'un objet ou service en modifiant le contrat. Quatrièmement, demander la résolution, bien sûr, du contrat. La résolution, c'est la fin. S'agissant de la garantie contre les vices cachés, je crois qu'on a mentionné ça, on l'a étudié dans la deuxième séance. Il faudrait rappeler que cette garantie que le vendeur doit à l'acheteur a un double objet. Premièrement, garantir la jouissance et la possession paisible de la chose vendue. C'est la garantie dite pour cause d'éviction. Deuxièmement, garantir que la chose vendue est exempte de défauts qui rendraient la chose impropre à son usage. C'est la garantie dite pour les vices rédhibitoires, ça veut dire empêchement. Ensuite, nous disons que cette garantie est, selon les termes de l'article 532 du Daïr des obligations et contrats, due de plein droit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas à être stipulée dans le contrat. À mentionner que, s'agissant de la garantie pour cause d'éviction, nous devons préciser que le vendeur doit faire en sorte que l'acheteur ne souffre d'aucune éviction de son fait, mais également de tout fait de tiers. Ainsi, et pour permettre à l'acheteur d'invoquer la mise en jeu de cette garantie, bien sûr, 3 conditions doivent être réunies. 3 conditions, en principe, 3 conditions doivent être réunies. Première condition, le double, ou le trouble plutôt. Le trouble doit être actuel et non pas seulement éventuel. Deuxièmement, le trouble doit consister en une éviction telle que définie par l'article 534 du Daïr des obligations et contrats. Précisons qu'il y a éviction lorsque l'acquéreur est privé en tout ou en partie de la possession de la chose, ou lorsqu'il ne réussit pas à en obtenir la possession contre un tiers détenteur, ou enfin lorsqu'il est obligé de faire un sacrifice pour la délivrer. Troisièmement, le trouble doit avoir une cause antérieure à la vente. Ainsi, selon l'article 538, par exemple, du DOC, l'acheteur qui a souffert de l'éviction
a le droit de se faire restituer. Premièrement, restituer le prix qu'il a déboursé et les loyaux coûts du contrat. Deuxièmement, les dépenses judiciaires qu'il a fait sur la demande en garantie. Troisièmement, les dommages et intérêts qui sont la suite directe de l'éviction. Il convient de mentionner que les parties peuvent convenir, dans le contrat bien sûr, que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, à travers la clause de non-garantie, article 544 du DAI des obligations et contrats. Mais cette clause n'affranchit le vendeur que des dommages et intérêts et ne lui libère pas de restitution du prix qu'il a reçu. C'est normal. S'agissant ensuite de la garantie des défauts de la chose vendue, dite aussi garantie des vices cachés, cette garantie est fondée sur un mécanisme, en quelque sorte un mécanisme simple. Autrement dit, si les défauts non apparents de la chose vendue la rendent impropre à son usage, l'acheteur peut soit rendre la chose au vendeur et se faire restituer le prix au moment de l'action rédhibitoire, soit conserver la chose vendue et se faire restituer une partie du prix versé au moment de l'action dite estimatoire, signalant ensuite que le DOC a mis en place en quelque sorte les conditions dans lesquelles la garantie peut être appelée. Premièrement, il faut que le défaut soit d'une gravité suffisante, et c'est ainsi que, selon l'article 549 du DAI des obligations et contrats, le vice doit diminuer sensiblement la valeur. Un vice qui ne diminue pas sensiblement la valeur n'est pas considéré juridiquement comme un vice. Donc, diminuer sensiblement la valeur ou rendre la chose vendue impropre à son usage, c'est normal. Et c'est le juge, enfin, en cas de litige, qui apprécie le degré, justement, de la gravité du vice en question. À savoir que le dédommagement est toujours en fonction de la gravité du vice. Deuxièmement, qu'il ne soit pas apparent, et dans ce cas, l'article 553 du DAIR des obligations et contrats met à la charge de l'acheteur une obligation d'examen de l'état de la chose aussitôt après l'avoir reçue, et aussi de notifier dans les 7 jours suivants la réception au vendeur tout défaut constaté. L'article, en quelque sorte, 569 du DAIR des obligations et contrats énonce, si ma mémoire est bonne, énonce que le vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement, justement, connaître. Troisièmement, ce vice doit être antérieur à la vente. Nous l'avons mentionné dans la deuxième séance. En effet, selon les dispositions de l'article 552 du DAIR des obligations et contrats, n'est garanti par le vendeur que le vice qui, en quelque sorte, existait au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose, disons, fongible. C'est ainsi que l'article 573, quant à lui, a fixé les délais d'exercice de l'action. Premièrement, pour les choses immobilières, dans les 365 jours qui suivent la délivrance. Deuxièmement, pour les choses mobilières et les animaux aussi, dans les 30 jours après la délivrance, notant enfin que les parties peuvent, en quelque sorte, et toutefois, prolonger ou réduire contractuellement ces délais. Enfin, pour ce qui est des spécificités de certains types de contrats de vente, nous disons qu'il convient de préciser que certains types de contrats de vente présentent des spécificités particulières. Nous avons le contrat, disons, le contrat de vente commerciale, la vente à réméré, et c'est l'article 585 jusqu'à 600 du DOC qui la réglemente. Nous avons la vente à option, prévue par l'article 601 jusqu'à l'article 612 du DAIR des obligations et contrats, et nous avons la vente salam,
Vente d'une chose qu'on ne possède pas ou qu'on n'a pas encore. C'est la vente salam, réglementée par l'article 613 à 618, et aussi la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, prévu par l'article 618, bien sûr. Tout d'ailleurs des obligations et contrats. Ensuite, pour ce qui est des spécificités de la vente commerciale, acheter pour revendre, c'est la définition classique de l'acte de commerce, tel qu'il est défini par l'article 6 de la loi numéro 1595 formant code de commerce. Il ne faut oublier, à notre avis, que la vente commerciale n'est pas réglementée par le code de commerce et qu'elle obéit donc aux règles générales du DR des obligations et contrats. Toutefois, les usages commerciaux jouent un rôle très important, mademoiselles, messieurs, ainsi que les dispositions légales particulières, par exemple la loi sur la concurrence, la loi 104-12 de 2015. Ensuite, pour ce qui est de la forme du contrat, il faut signaler que l'écrit n'est pas obligatoire, même pour les ventes importantes. Le contrat n'est rédigé qu'en vue de ménager une preuve. Et la preuve est libre en matière commerciale. En outre, en matière commerciale, il existe très souvent des contrats préétablis dans lesquels figurent les conditions générales de vente. Notons qu'un écrit est toutefois exigé. Il s'agit de la facture, depuis la promulgation de la loi numéro 06-99, amendée par la loi 104-12 de 2015 sur la concurrence et la réglementation des prix. Et ceci essentiellement pour des raisons fiscales. La facture doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires, c'est clair. Ensuite, l'offre de vente effectuée par un commerçant est normalement impersonnelle. Pourquoi impersonnelle? Elle est impersonnelle et à durée indéterminée. Elle résulte par exemple de la présentation des marchandises en vitrine ou en état ou en étal, que ce soit en état ou en étal, de la diffusion des notices commerciales, de catalogues, de produits. Toutefois, la loi sur la concurrence a fixé un certain nombre de règles relatives à la publicité, à la protection, bien sûr, disons, du consommateur. Ainsi, parfois, la simple proposition de contracter est aussi et surtout réglementée. C'est ainsi en cas d'offre à distance par un vendeur professionnel, comme les informations permettant d'identifier le vendeur, obligation de renseignement bien sûr renforcée, etc., etc. Pour ce qui est de l'objet de la vente commerciale, il peut porter sur tout objet pouvant être dans le commerce. Dans les contrats de vente commerciale, il sera utilement précisé la qualité ou l'ensemble des qualités de la chose objet du contrat. En l'absence de définition, bien sûr, de ces qualités, la marchandise devra être de qualité royale et marchande. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La vente d'un corps certain emporte transfert de propriété dès la conclusion du contrat. Et les risques sont donc à la charge de l'acheteur. Si la chose vient à périr avant la livraison, sans qu'il y ait faute du vendeur, l'acheteur devra tout de même payer le prix. La vente de choses futures implique quant à elle que le risque en principe pèse sur le vendeur, qui a l'obligation de satisfaire la livraison à son client dans les termes et conditions prévus au contrat. Et enfin, s'agissant de la vente de choses de genre, il faut distinguer le cas de vente en bloc pour laquelle le transfert de propriété s'effectue lors de la conclusion du contrat, et ensuite le cas de vente au poids, au compte ou à la mesure, dans laquelle le transfert de propriété ainsi que des risques a lieu dès que les opérations spéciales de comptage, de mesurage ou de pesage permettent l'individualisation de l'objet, disons, de la vente. Pour ce qui est des obligations, enfin, la jurisprudence et la doctrine ont admis une troisième obligation à la charge du vendeur, en sus de l'obligation de délivrance et de celle de garantie. C'est l'obligation de renseignement, mademoiselle, monsieur. En effet, le vendeur doit renseigner l'acheteur sur le produit vendu, ses conditions d'utilisation et les dangers
que l'usage ou la consommation peuvent présenter, bien sûr, cette obligation entre dans le souci de la protection du consommateur compte tenu de la diversité et de la technicité croissante des produits, ainsi que devant justement les nouvelles formes de distribution. Notre troisième séance s'achève. J'ai eu le plaisir de vous avoir dans cette séance. J'espère au moins qu'on a cerné l'ensemble des points focaux, ou bien l'ensemble des points les plus culminants, les plus importants dans cette séance-là. Espérons vous voir dans de meilleures conditions. Je vous dis à plus tard dans la vie. Merci de votre attention.